Et bonjour à tous et bienvenue sur la septième illusion. On espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour parler d'un nouveau film. Ici, on va parler de Good Luck Have Fun Don't Die, le nouveau film de Gore Verbinski. Mais comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Joe. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah ça va très bien. Écoute, on est là, on parle de films. Il y a pas mal de films dont on doit faire la critique parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé et on bosse beaucoup en ce moment, donc on a pas mal de trucs. On vous prépare certains trucs, on en parlera peut-être un peu à la fin. Mais pour l'heure, du coup, on va parler de ce film qui est pas très bien distribué en France, mais qui a eu une sortie États-Unis il y a pas très longtemps. Puisqu'on parle effectivement, comme je l'ai dit au début, de Good Luck Have Fun Don't Die, le nouveau film de Gore Verbinski, qui n'avait pas fait de film depuis, je crois que c'était 2017, quelque chose comme ça. Et donc qui revient ici avec un film de SF sur l'IA. En plus, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Mais écoute, c'est un film que moi j'étais très curieux de voir. Mais toi, qu'est-ce que c'était tes attentes et qu'est-ce que c'était ton rapport au cinéma de Gore Verbinski? Déjà, mes attentes sont corrélées à mon appréciation de Gore Verbinski, c'est-à-dire que La Souris, c'est une de mes comédies préférées. Sa carrière de publiciste, elle est exceptionnelle. Et il a fait une saga dans les années 2000, qui n'est pas forcément connue, qui s'appelle Pirates des Caraïbes, dont je n'ai vu que le premier opus. Ça n'empêche que le premier opus est incroyable. Lone Ranger, c'est un de mes films préférés. Rango, c'était une énorme claque. Et en 2017, il propose un tournant vers l'horreur avec A Cure for Wellness ou A Cure for Life, et c'est exceptionnel, A Cure for Life. Film très mal aimé, mais un grand film sur le mal américain, dont on parle souvent sur L7i. Après 10 ans d'attente, il revient à la charge avec Good Luck Have Fun Don't Die, sur l'IA, mais pas seulement, sur un film sur les dystopies, et également sur l'Amérique, sur ce que devient l'Amérique qu'il a laissé. C'est un film aussi passionnant thématiquement que formellement. Et toi, t'en penses quoi? Bah écoute, effectivement, je connais un peu moins bien, je pense, le cinéma de Gore Verbinski que toi, parce que j'en ai vu que 4, même s'il en a pas fait tant que ça. Je sais qu'il a fait Cure for Wellness, The Ring, le remake américain de The Ring, The Weatherman. Mais effectivement, la raison pour laquelle j'aime autant son cinéma, c'est parce que c'est quand même le mec qui a fait la trilogie Pirates des Caraïbes, trilogie que je tiens aujourd'hui pour être peut-être la dernière très grande trilogie originale. Mais par contre, Pirates des Caraïbes, c'est pas original, c'est adaptation d'une attraction. Non mais je suis d'accord, c'est pas un truc original, mais pour le coup, quand tu vois en fait la manière dont ils ont mis en scène en fait justement les parcs d'attractions Pirates des Caraïbes, maintenant ils ont modifié parce qu'avec et avec Jack Sparrow etc c'est différent, mais quand tu te rends compte à l'époque comment c'était, tu te rends compte que c'était pas du tout la même histoire ou la même trame narrative. Donc pour moi, c'est clairement quelque chose qu'il a adapté en partant juste d'un truc de pirate de Disney. Mais je trouve que justement c'est une très grande trilogie parce que c'est du divertissement, mais il a réussi à en faire quelque chose, à établir tout un univers derrière des personnages qui sont vachement marquants, quelque chose qui n'a pas été réussi justement dans la suite, quand il a voulu faire le quatrième ou le cinquième. Et là, du coup, justement, quand il fait ça, tu te rends compte que c'est un truc que Disney a voulu beaucoup refaire plus tard, quand ils ont essayé de faire par exemple un film comme Jungle Cruise qui a un peu raté, parce qu'ils ont essayé de refaire un truc comme ça, exactement comme Pirates des Caraïbes, mais tu réalises que là, Gore Verbinski a une vraie patte, c'est un vrai sens de la narration, parce qu'ils n'y sont pas arrivés quand ils ont essayé de le faire sans lui. Moi, j'ai aussi comme film d'enfance Rango, qui est un film d'animation pour le coup dont j'ai pas énormément de souvenirs, mais qui m'avait beaucoup plu. Je me souviens quand j'étais petit, et dont il y a quand même des images dont j'ai encore des souvenirs et des trucs. Et quand même, je trouve que c'était quand même un très très bon film. Et là, il revient justement avec en plus Sam Rockwell, qui est un comédien que j'adore parce que je trouve que il a un espèce de charisme naturel qui se dégage. Notamment, moi, je l'ai vu récemment dans la saison 3 du White Lotus, où il y a genre deux trois épisodes et où il était vraiment très drôle. Donc oui, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup cet acteur-là. Et en plus, c'est un film de SF. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a hypé beaucoup. Donc j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner. Mais écoute, de quoi ça parle Good Luck Have Fun Don't Die. C'est l'histoire justement d'un resto minable de Los Angeles, justement un soir, où un homme étrange et débraillé débarque avec un détonateur à la main et affirme venir du futur. Ce serait la 117e fois qu'il remonte le temps pour empêcher l'apocalypse déclenché par une IA et sauver une humanité lobotomisée par les écrans. Son ultime stratégie, recruter les clients du restaurant pour former une équipe capable de sauver le monde. Si ce groupe aussi improbable que mal préparé y parvient, alors l'humanité aurait peut-être une chance, ou peut-être pas, qui sait. Écoute, je vais te lancer en premier. Qu'est-ce que toi tu as pensé de Good Luck Have Fun Don't Die, qui est quand même un sacré flop aux États-Unis, et qui est le plus petit budget aussi de la carrière de Gore Verbinski, qui est habitué à tourner normalement avec des gros budgets. Qu'est-ce que tu en as pensé dans les grandes lignes?
Alors, je vais aller très vite. C'est un de mes films favoris de l'année. C'est un retour à la SF pour Verbinski, qui est un de mes genres préférés par un de mes auteurs préférés. Ça pouvait que bien se passer. Et c'est pas simplement un film de SF. J'avais très peur que ce soit un visiteur du futur-like, même si je tiens en admiration la web-série. C'est plus que ça. Quand on parle d'humanité lobotomisée par les écrans, ici, on part directement dans une univers à la Romero. L'humain ne désire plus, l'humain est proie à son désir, et la société est déjà morte. Ici, l'écran n'accompagne pas l'humain, il en est le prolongement de la réflexion. Tout passe par ce catalyseur numérique qui se trouve dans ta main, et on va pousser plus loin. L'écran permet pas forcément une interaction avec les gens, mais une propre consommation personnelle. On pense même au cinéma. Parce que ce qui est intéressant dans la scène de cours où on t'explique ce concept d'humanité qui maintenant est subordonné par l'écran, ça passe par de la violence, évidemment par des commentaires. Bon, un de nos rédacteurs trouve ça un peu boomer, personnellement, c'est pas ce que j'en pense. On pense aussi au cinéma. Parce que chaque œuvre de fiction passant par le téléphone est réduit au terme d'édit. On ne pense plus aller voir une œuvre pour la critiquer, on en veut l'essence, on en veut une scène. Je pense à Twilight qui est réutilisé durant ce fameux cours sur Anna Karenine, où Twilight, qui était déjà un film sur les pulsions antonioniennes des années 2000, se retrouve de nouveau redigéré par l'écran pour n'en garder que la sève, que cette scène où Edward va sauver cette fille en traversant la voiture. Et on va aller plus loin. L'IA est déjà précisée, elle est théorisée dans ce diner par l'IA va nous dominer plus tard. Non, non, mais tous les contenus quasiment en dehors de Twilight sont générés par l'IA. Et on peut parler de prompt également, parce qu'au moment où on me demande de lire Anna Karenine, la première question qui en devient n'est pas comment lire ce livre, mais est-ce qu'il y a un film qui adapte un bouquin, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas un prompt déjà artificiel du bouquin? Et pour aller plus loin, on parle de Keira Knightley qui serait déjà dépassée, qui serait déjà vieille. Comme s'il y avait un OS par film qu'il fallait télécharger en plugin. Est-ce que maintenant, Sydney Sweeney ne serait pas là, Keira Knightley d'aujourd'hui? Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Et justement, moi, j'ai bien aimé le film, mais je trouve qu'il a des défauts. C'est quand même un film qui dure 2h15 et je trouve qu'il est trop long, par exemple, pour ce qu'il veut raconter. Il y a notamment toute une partie dans le troisième acte, qu'est-ce qu'on en parlera un poil en spoiler, que j'aurais aimé un peu couper quand même, parce qu'il y a des petites longueurs. Mais je trouve que globalement, c'est un film où il y a un fond que j'aime beaucoup, en fait. Même si effectivement, tu peux voir un côté, moi je comprends le côté un peu boomer que tu peux lire là-dedans. Mais moi, je trouve que déjà, c'est un film qui ose beaucoup de choses, qui ose vraiment jouer avec la structure de son récit, en jouant avec des récits enchâssés, parce que les personnages qui sont choisis par Sam Rockwell dans le dîner, en tout cas 3 d'entre eux ou 4 d'entre eux, vont avoir à chaque fois leur petite séquence flashback où on va parler justement de leur histoire et tout va être lié à justement à la technologie. On va avoir toute une partie sur justement le doom scrolling et les téléphones. Va y avoir une deuxième partie qui va être plus axée sur la recréation génétique ou la recréation par IA sans trop en dévoiler. Et on va ensuite avoir une troisième partie plus axée sur la VR. Et qu'est-ce que c'est créer un autre monde à part, justement. Donc, quelque part, ça va être de plus en plus progressif où l'IA commence à remplacer notre monde. Donc, quelque chose qui est vraiment intéressant. Et en plus, c'est porté par des personnages enfin, des comédiens que j'aime bien, notamment évidemment, il y a Sam Rockwell. On a Zazie Beetz qui est dedans aussi, que je trouve vraiment très bien. Il y a justement, j'ai plus les noms des acteurs et des actrices, mais accompagné par Zazie Beetz, il y a le mec qui jouait le meilleur pote de Paul Rudd dans Ant-Man. On a justement, ça parlera à peu de gens, mais le personnage de la mère, justement, les gens qui ont vu le film comprendront. Il est joué par l'assistante dans The Offer, la série sur la création du parrain. Voilà, moi, il y a vraiment plein de comédiens aussi que je me raccroche à ça. Et il y a aussi un fond que je trouve vraiment intéressant sur à quel point aussi l'IA, on ne veut pas forcément la détruire, mais il faut la réguler, il faut en faire quelque chose, parce que peu à peu, elle nous consomme. Et c'est quelque chose qui est très frontal, en fait. C'est vraiment pas un film qui a comme objectif d'être subtil. Mais moi, ça me dérange pas, en fait, parce que le film a quand même tout un discours que je trouve très intéressant, tout un
tout un discours sur aussi comment peut se complaire dans l'IA, comment ça peut nous plaire et on peut l'arrêter, mais en même temps, on a vraiment envie de se baigner dedans. En fait, il y a quelque chose aussi, elle chope une espèce de dimension matérielle. Et moi, il y a quelque chose aussi, notamment c'est une comédie, quoi. Il y a un côté autour des prompts, autour de la génération. Il y a tout un acte sur ça qui me fait beaucoup rire. Il y a une vanne là-dessus qui est vraiment géniale dans le dernier acte du film. Euh, mais ouais, donc pour moi, c'est un film qui a beaucoup de cœur. Et donc, globalement, j'ai passé un bon moment, même si c'est un film qui a des défauts. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu as pensé du sens de la mise en scène de Gore Verbinski, que ce soit notamment son montage, qui est quand même assez particulier, mais aussi son enchaînement de plans, ok, il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus, je pense. Oui, ben effectivement, il y a plus qu'à dire là-dessus, parce que tu parlais d'IA qui consomme, je parlais de Romero et du zombie juste avant, c'est plus que ça. C'est même une mise en scène qui va beaucoup plus loin, parce que même dans le choix du casting, il raconte quelque chose. Il fait un film sur la classe moyenne, mais en ne prenant que des acteurs habitués à des seconds rôles. Et il utilise même pas des choix qui veulent être subtils. Pour moi, le film est subtil de par son choix. Parce que oui, ça va te bombarder des effets sur des effets sur les effets. Et qu'est-ce qu'il décide de dire sur ces effets-là? Et sur ces vignettages, sur ces flashbacks? La réponse aurait pu être simple. Il fait un Rashomon, il prend quatre personnages, il les met dans un récit medias res, et chaque personnage donne son récit. Devant un procès, mais quel procès Gore Verbinski veut-il mettre en œuvre? Est-ce que c'est un procès kafkaïen? Est-ce que c'est un procès de l'humanité? Bah, les deux. Évidemment, on est sur un film où la société a muté et commence déjà à dévorer l'individu. Kafka en serait fier. Mais en même temps, c'est une humanité qui doit être régulée. C'est une humanité qui, pris par son désir, pris par la consommation, finit elle-même comme étant de la chair à canon pour l'IA, qui, ok, maintenant peut faire revivre ton fils mort, mais à quel prix? Est-ce que la pub, c'est un prix? Ou est-ce que justement, aujourd'hui, aimer quelqu'un, c'est déjà faire partie d'une société de consommation? Est-ce que aimer quelqu'un, c'est être dépendant quelque chose d'au-dessus de toi? Puis après, oui, le doom scrolling, le school shooting, ça rime. Est-ce que les deux seraient pas liés? Est-ce que les US, j'allais dire l'humanité, n'est pas pris au clin d'une sphère en même temps de violence, mais de nécessité d'un faux amour? Faux amour qui mènera évidemment les personnages dans une quête annexe ou principale, hein, on vous laisse le découvrir sans vous spoiler le film. Bah, je suis vraiment d'accord et justement, je trouve que le film brille surtout par cette espèce de galerie de personnages qui sont autant comiques que vraiment, bah, pour le coup, touchants. Et il y a un peu un aspect aussi Suicide Squad, je trouve, dans le sens où tu sais qu'il y en a qui vont mourir, tu sais qu'il y en a qui vont pas s'en sortir. Il y en a notamment un dans le lot qui se fait flinguer direct et du coup, pour le coup, c'est un peu marrant parce que tu le vois venir. Et justement, moi, je suis assez happé dès le début du film, en fait, par toute cette scène d'intro où Sam Rockwell va commencer à rentrer et va dire toi, t'es nul, à chaque fois que tu lèves la main, tu te fais tuer. Toi, tu nous ralentis. Toi, tu nous trahis à chaque fois, donc c'est pas la peine. Il y a quand même un truc vraiment marrant. Et justement, je trouve que le film est peut-être un peu plus faible quand il essaye d'être vraiment très sérieux et de développer. Notamment, il y a un twist à la fin du film qui je trouve marche, mais que j'avais chopé déjà au début. Mais en même temps, je trouve que en même temps, il y a un côté, il y a un truc qui se perd un peu là-dedans. Mais je vois les références, je vois qu'il y a justement une espèce d'amour aussi du robot et de la manière de l'exploiter. Et notamment tout un passage qui va vous faire penser clairement vers la fin du film à la scène des jouets avec Sid de Toy Story. Pour moi, la création des personnages là-dedans, on est clairement là-dedans en fait avec cette poupée et ce truc. Enfin voilà, sans trop rentrer dans les détails. J'en sors juste un peu frustré parce que des fois le film est un peu long et rate un peu certains trucs, notamment son angle un peu sérieux. Mais globalement, j'en ressors quand même une excellente comédie. Moi, je suis désolé, il y a des images qui me restent vraiment en tête que j'aime beaucoup. Notamment tout un truc vraiment dans le dernier acte, il faudrait que j'en parle en spoiler. Mais voilà, moi, pour conclure mon avis sans spoiler, je trouve que c'est vraiment, on se fout de ma gueule à chaque fois quand je dis un bon divertissement, mais je trouve qu'il y a de ça, et surtout, c'est un film pour moi qui a du cœur, et qui osent faire des choses que d'autres blockbusters ou que d'autres films à gros budget ou en tout cas à budget. Bon, pour nous, c'est un gros budget en France, mais pour eux, pas tant. Mais en tout cas, un budget, enfin, un film qui a pour but d'être un divertissement,
d'avoir autant de cœur et d'aller aussi dans certaines zones où d'autres films, entre guillemets, blockbusters, vont pas oser aller. En fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais globalement, donc oui, je le recommanderais s'il passe dans vos salles. N'hésitez pas à aller le voir. Je vais te répondre là-dessus. De un, pour moi, c'est pas un excellent divertissement au sens où, personnellement, le film m'inquiète beaucoup plus qu'il ne me plaît et me réconforte. Oui, il y a des Il y a une choses qu'on dimension aurait. très oppressante, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, il y a des choses qu'on adorerait voir au cinéma. Je ne vais pas encore la spoiler, mais il y a la plus belle éjac de l'année dans le film, quoi. Ça, elle a beaucoup tourné sur Twitter, cette scène-là. Donc, moi, j'avais vu passer à un moment donné rapidement. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très marrant. Mais Cette scène-là, pour le coup, est vraiment bien. Et tout le truc autour de ce personnage-là est vraiment, je trouve, la meilleure partie du film, quoi. oui, évidemment, sur les personnages, et même plus loin que ça, sur la notion de conscience collective, le film est très fort et me fait beaucoup penser à, je ne sais pas si tu t'y connais en Katsuhiro Otomo Non, et j'ai en pas du tout. Psychonne. Ben, le film est en quelque sorte une fusion d'Akira et de Paranoia Agent. Parce que, ok, on est dans une dystopie où tout est régi par une société supérieure où, effectivement, bon, le gamin qui cherche, c'est très clairement Tetsuo, hein. Et la montagne de câbles qu'il surmonte, c'est évidemment une ref à Akira et en même temps une ref à 2000 de l'Odyssée de l'espace par la notion du temps. On a cette ref à Toy Story et à. J'ai oublié ce nom de ce réal de merde là. Et à Terry D'accord. Gilliam Oui. de par les jouets. Mais d'un autre côté, on te parle d'une menace qui nous surplombe tous, qui est liée vraiment aussi à la collectivité électronique de la société, mais qui, une fois battue, reviendra forcément. Qu'il ne faut pas battre pour juste éradiquer, mais apprendre à vivre avec et comment le dominer. C'est pas un film qui divertit, c'est un film qui te fait sortir avec beaucoup d'interrogations. Je suis d'accord avec toi sur ça, pour le coup. C'est qu'il y a un côté, effectivement, pour moi, j'ai quand même été assez diverti sur certains points. Et en même temps, il y a un côté vraiment très angoissant dans la réaction, tu as déjà l'impression que tu es dans un monde faux, même avant l'apocalypse, où en fait les personnages réagissent de manière très étrange, très bizarre. Il y a un côté où l'humain est déjà vachement déconnecté. Donc oui, pour le coup, j'ai vraiment cet aspect-là. Mais écoute, je te propose qu'on passe en partie spoiler, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire en spoil. Mais globalement, c'est une recommandation, on vous recommande d'aller le voir, même si il y a plein de gens qui vont pas aimer, parce qu'il y a un côté très perché, très bizarre en fait dans cette dynamique-là. Mais c'est un autre type de blockbuster, je pense, qui peut plaire à beaucoup et qui est très particulier. Donc pour moi, il faut soutenir ce genre de production. Bah pour moi aussi, donc on peut passer en partie spoiler. Écoute, on a qu'à partir, c'est en partie spoiler. Qu'est-ce que tu as pensé globalement? Moi, j'ai vu un côté quand même très Black Mirror, je sais que beaucoup de gens en ont parlé. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ces trois personnages, en tout cas ces trois récits enchâssés, de ce que les trois personnages traversent? Donc, le récit autour des téléphones et des gamins sur leur téléphone qui deviennent une espèce de horde de zombies. La meuf qui perd justement son fils avec une espèce de recréation génétique. Et justement, le personnage, bah, du coup, spoiler, de la mère du héros, du coup, donc de la mère de Sam Rockwell, enfin qui deviendra après la mère de Sam Rockwell, qui est justement allergique à la technologie et tout le rapport avec son mec et la VR. Ok. Ben, premièrement, les deux premiers récits enchâssés sont les mêmes. Ils nous racontent comment aujourd'hui les US et surtout le secteur de l'éducation vit un enfer, que ce soit par ces étudiants que tu ne peux plus raisonner, qui sont plus que branchés sur leur technologie, les tâches qu'on leur demande deviennent incapables d'être résolues sans justement un passage via la technologie, via ce gap qui commence à augmenter sur jusqu'où peut-on éduquer les enfants, mais d'un autre côté, l'infection numérique, elle est presque rassurante parce qu'on sait que malheureusement, pour ne pas citer d'autres films qui sortent de notre actualité, on sait que le mal-être américain et le mal-être des jeunes surtout peut partir plus loin, notamment par un super fusil de Chekhov qui est le pistolet à désarmement numérique que possède Michael Peña, car il l'a de son collègue. Oui, on peut supprimer le réseau maintenant,
Mais qu'est-ce que les jeunes sans le réseau? Ici, c'est un film de zombies. Don Romero en prend à leur pulsion de désir et à cette consommation, et ils n'en deviennent qu'un seul être décérébré. Alors que dans une strate beaucoup moins huppée, malheureusement, le mal-être américain fait que les jeunes se tirent dessus dans les écoles. Et qu'après avoir perdu son enfant, Juno Temple est contrainte. Pareil, elle craque à la consommation et elle va acheter un clone de son enfant moins cher, donc avec des tubes, mais en quelque sorte, il est tout aussi connecté que d'autres. Elle n'a pas un enfant, elle a un téléphone et elle va même avoir une box internet spéciale avec la voix de son enfant pour essayer d'aller mieux. Jusqu'à ce que tu vois qu'aujourd'hui, bah, le school shooting, c'est devenu la plus grosse source de capitalisation des US, avec ses parents qui, justement, prennent quasiment plaisir à voir un enfant qui se fasse tuer dans chaque school shooting parce qu'ils peuvent en refaire un. Et en quelque sorte, les enfants maintenant ont des mises à jour. Pour faire un parallèle un peu plus tiré par les cheveux, c'est quasiment ce que Weapons nous racontait déjà. Via toutes les addictions, eh ben, on nique les enfants. Et sur ce récit enchâssé de la future mère de Sam Rockwell, ben, c'est cramé dès le début. On a tous déjà vu de la SF dans notre vie, on sait tous déjà qu'à la fin, je suis ton père ou je suis ta mère. Et le truc le plus intelligent, c'est quasiment la fin. Ou à la fin, non, non, il n'y a pas de happy ending. Et que, justement, la fin de récit qu'on aurait dû avoir, de battre l'IA et de récupérer sa vie et son bonheur, le bonheur revient, mais le bonheur n'est au final qu'un produit de consommation. Et il faut retourner dans le passé pour que, justement, tout le monde devienne malade. Si on rend malade l'humanité ne pourra plus se rebeller. C'est quasiment ça la pire dystopie du film. Bah, je te rejoins sur plusieurs points, et notamment, en fait, quand j'y ai pensé, je me suis dit que la propagation de, justement, du mal et des réseaux à travers les enfants se retrouve aussi dans la troisième histoire. Justement, le personnage de la mère de Sam Rockwell, qui est justement, son boulot, c'est de se saper en princesse et de venir aux anniversaires de petites filles. Justement, elle commence à perdre son boulot et elle commence à se faire défoncer parce qu'elle est allergique à la technologie et qu'elle commence à voir des gamines avec des téléphones et des trucs. Je trouve que la troisième histoire est peut-être un peu la plus faible dans le côté réalité virtuelle parce que, à part le twist final qui pour le coup est vraiment bien autour de justement la non happy ending, et effectivement c'était un très bon choix. Le truc de la VR paye pas trop en fait, malheureusement. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de compréhension du monde dans lequel les personnages vivent ou quoi. Je vois ces cases de verre non pas comme des cases de verre, mais comme des postes de télévision. Oui, oui, Il se effectivement. berce Ouais, à oui, je l'actualité. comprends. Vraiment, il se berce à l'actualité un peu plus édulcorée. C'est Ouais. Fox News. C'est très clairement Fox News, en fait. Pour moi, oui, oui, non, mais effectivement, il y a tout un discours qui peut être, qui peut être ça. J'ai un peu, en fait, de reproches à faire au film, c'est qu'effectivement, il part dans tous les sens et des fois, il complète pas tout. En revanche, effectivement, ce que tu disais, c'est très intéressant, le fait que le film refuse la happy end, se transforme en truc avec une nouvelle boucle à la fin où tu comprends plus ou moins comment le personnage va s'en sortir et va servir un certain truc. Il y a certaines histoires où tu comprends pas trop où elles vont, même si à la fin, bah, par exemple, le personnage de la mère qui récupère la voix de son fils qui s'est fait tuer, et la voix qui est censée être une version beaucoup plus accurate que le fils qui a été recréé justement par la société. Bah, tu comprends que du coup c'était un truc pour les piéger, mais en même temps, ça, à un moment donné, on n'en reparle plus pendant 1 heure et ça revient. Le film a un peu un problème de rythme et de structure, mais je trouve quand même que voilà, c'est comme ça que je conclure mon avis sur le film. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup de cœur, qui a des comédiens qui se donnent à fond et qui exploite super bien ses décors. Le chat, effectivement, j'étais mort de rire. Euh, et qui est à la fois drôle et en même temps très inquiétant. Donc, effectivement, c'est un film que je conseillerais vraiment aux gens. Oui, je vais être d'accord avec toi. C'est très clairement un film à recommander aux gens. Sans aucun doute. La même. Bah écoute, si vous avez vu Good Luck Have Fun Don't Die, dites-le nous dans les commentaires, dites-nous votre avis, ce que vous en avez pensé. Et je te remercie, Joe, d'avoir fait cette critique avec moi. Merci à toi, Sawyer. Bah merci. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour faire des nouvelles critiques. On a beaucoup de choses à faire pour le coup. Je ne sais pas si on fera tout. On n'a pas parlé de The Drama, on n'a pas parlé de Mario. On verra si on en parle en détail. Il y a Michael qui sort aujourd'hui pendant qu'on est en train d'enregistrer. Je pense qu'on peut peut-être se motiver pour faire quelque chose dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça, et notamment sur la figure du biopic. Et de l'autre côté, on vous prépare beaucoup de choses en plus des nouveaux invités et des nouveaux membres qu'on a ramenés
dans le collectif. On espère qu'ils vous plaisent et que ces gens-là, vous allez prendre plaisir à les écouter. Mais on a aussi peut-être quelque chose qui est lié à un festival dont tu veux nous parler. Oui, parce que LCT repart à Cannes avec Hugo et Joe. On sera là pour vous faire vivre beaucoup de reels, beaucoup de reels. Voilà, donc on vous prépare tout ça, on vous en parlera. N'hésitez pas à nous suivre, notamment c'est dans les descriptions sur Twitter et Instagram où on vous garde updaté. Mais en attendant, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut, salut.